Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, je suis ravie de vous retrouver. C'est parti pour les titres de cette édition. L'actualité de ce jeudi marquée par la 41e session du Conseil conjoint des ministres ACP-Union européenne. Une rencontre lors de laquelle Macky Sall a plaidé pour la régularisation et la facilitation de l'octroi de visas pour les étudiants et les professionnels. La question de l'immigration clandestine a également été abordée. Il n'existe aucun soubassement politique en ce qui concerne la destitution d'Aïda Mbodj à la tête du conseil départemental de Bambey. C'est du moins l'avis du ministre de la Gouvernance locale. Abdoulaye Diouf Sarr assure que la mise en demeure concerne également des membres du camp présidentiel. Le Sénégal manque de structures psychiatriques, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé et de l'Action sociale. De nombreuses personnes atteintes de déficience mentale sont livrées à elles-mêmes et ne bénéficient d'aucun traitement. Une situation dangereuse pour ces malades, leur entourage aussi bien à Dakar que dans les autres villes du pays. Colère du syndicat national des travailleurs du nettoiement. 6 mois après le transfert à l'UCG du programme de gestion des déchets solides urbains de la région de Dakar. Selon les camarades de Madanissi, il n'y a aucune avancée sur le plan social. Il n'exclut pas de déposer un préavis de grève si rien n'est fait. Dans la page des sports, nous verrons ensemble la liste des 19 joueuses qui prendront part aux Jeux Olympiques de 2016. Une liste publiée ce jeudi par la Fédération sénégalaise de basketball. 4 nouvelles joueuses ont été sélectionnées. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Un journal que nous ouvrons avec la mort tragique à Grand Dakar d'un commerçant du nom de Tamsir Faye. L'homme d'un âge avancé a chuté du 3e étage d'un bâtiment. D'après les riverains trouvés sur les lieux du drame, il s'agit d'un accident. Mamadou Fall, Youssou Baro et Nafissatou Silla. C'est la consternation et l'émoi à Grand Dakar. Le réveil a été brutal chez les populations de la localité. Tamsir Bari, commerçant, la soixantaine, est tombé dans le vide. C'est vers les coups de 11 heures. L'homme a chuté du 3e étage pour percuter la chaussée. Il est mort sur le coup. Commerçant là, mais dafa am taxi quoi. Auto bi taxaw fi 2 jours ma ñëw woo chauffeur bi ne ko kay jëndi sa taxi bi. Après si la ma C'était un commerçant, il possédait aussi un taxi. Le cordonnier m'a informé qu'il avait même repris les clés de la voiture et qu'il avait des problèmes de santé. Même pas 2 heures après, et qu'il m'ait raconté ça, que le vieux Tamsir chute du 3e étage et meurt sur le coup. C'est moi qui l'ai couvert avec un pagne. En tombant, il avait mis sa tête en avant. Sa tête s'est fracassée, de même que ses bras. Après man ti ma génn nu may génnee rek mu tombé mu yegsi mu daanu sama kanam. Barry, comme il est communément appelé, est décrit comme une personne pieuse et très effacée. C'était un homme vraiment pieux. D'ailleurs, hier, c'est lui qui a dirigé la prière du crépuscule. Il ne ratait pas les heures de prière. Sa femme a accouché récemment et il l'a amené en Guinée et depuis, il ne l'a plus revu. La dépouille de Tamsir Bari a été transportée par les sapeurs-pompiers, une chute brutale qui affecte tout Grand Dakar, notamment la communauté guinéenne. Je rectifie donc, ce n'est pas Tamsir Faye, mais Tamsir Bari qui est décédé. Direction à présent le quartier de Ouakam au lendemain des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. Des affrontements violents de se remettre peu à peu les habitants de la localité. Les conséquences en tout cas sont visibles. Perturbation du trafic, fermeture des boutiques. On fait le point avec Ibou Diouf et Pape Fall. 2 jours de calvaire vécus par ces riverains sur l'axe de la route Ouakam et environ. Des heures de perturbation, fruit des affrontements entre jeunes du quartier et forces de sécurité dans cet hôpital comme dans les écoles. Vous savez, l'autre jour, moi j'avais le cours de musique. Quand je suis venu, j'ai aperçu des gens ici, ils barraient la route, mais je ne voyais même pas la route pour passer. Moi j'ai couru, entrer dans l'école, ils ont laissé là-bas un lacrymogène. Tous les élèves, quand ça est entré dans leur nez, tous les élèves sont sortis. Il y a même
Il y a même des larmes qui sortaient aux yeux des professeurs. Ensuite, nous tous, nous avons couru et nous sommes sortis pour rentrer. Les manifestations m'ont trouvé dans ma cantine. J'étais obligée de fermer boutique en attendant que le calme revienne. C'est ici que les policiers m'ont trouvé pour me brutaliser. Chez nous, tout le monde était évanoui à commencer par le bébé. Il a fallu notre intervention pour éviter le pire. Quand les manifestations ont commencé, j'ai quitté aussitôt les lieux. J'ai même perdu beaucoup de marchandises. Je ne supporte pas les gaz lacrymogènes. Sur cette route de Ouakam, les commerçants n'ont pas fait des affaires ces heures-là. Cela fait 2 jours que tout est bloqué ici. Les activités tournent même au ralenti. Il urge de s'asseoir autour d'une table et discuter. C'est inadmissible. On ne peut pas continuer ainsi. Ce petit commerce, c'est notre gagne-pain. En attendant de trouver une solution définitive, les dégâts collatéraux sont déjà immenses, suffisants pour demander l'intervention des gouvernants. Parlons à présent de la 41e session du Conseil conjoint des ministres ACP Union européenne. Le chef de l'État, Macky Sall, a invité les pays du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne à penser à la régularisation et à la facilitation de l'octroi de visas pour les étudiants et pour les professionnels. Il a cependant appelé les États à lutter fermement contre l'immigration clandestine. Mambiram Diouf et Tierno Laurent Mendy. Ne plus tendre la main à l'Union européenne, ça passe par une rénovation du partenariat qui lie les pays ACP à l'UE, en partenariat gagnant-gagnant, c'est ce que veut le président Macky Sall. L'accentuation de la libéralisation des échanges tendent à remettre en cause la reconnaissance de l'asymétrie des niveaux de développement comme l'une des bases de notre partenariat. Cela ne veut pas dire que nous sommes pour l'aide éternellement. Le commissaire européen en charge de la coopération internationale et du développement sur ce registre d'adopter un esprit critique, comme il le dit lui-même, pour un diagnostic sans complaisance de la situation. Face au changement dans un monde en pleine mutation, nous devons trouver les meilleures formes de coopération. Mettons en exergue les faiblesses de notre union pour avancer efficacement. L'action sur le climat est extrêmement importante et les résultats de la COP21 nous servent plus de base pour disposer d'un environnement où il fait bon vivre. L'amélioration du climat des affaires, les facilités dans l'octroi de visas et la résorption de la crise migratoire sont autant de questions à résoudre pour un avenir radieux entre l'Union européenne et les ACP. Luttons fermement contre l'immigration clandestine et ses réseaux criminels. Œuvrons ensemble pour stabiliser la situation des pays de transit en crise. Pensons aux possibilités de régularisation et à la facilitation de l'octroi de visas pour répondre aux besoins de mobilité de nos étudiants, enseignants et chercheurs, opérateurs économiques, hommes et femmes de culture. Les différentes parties se sont engagées à consolider et à poursuivre leurs relations privilégiées. Ce vendredi sont attendues les décisions, résolutions et recommandations qui seront dégagées. Ces accords de partenariat économique peuvent-ils être mis en application, en œuvre, sans l'implication du Nigeria, vu son poids économique en Afrique de l'Ouest? Les 2 pays qui restent, si on y ajoute la Gambie, sont attendus à appoger leur signature avant octobre 2016. C'est ce qu'a déclaré Mankeur Ndia, le ministre des Affaires étrangères sénégalais, que je vous propose d'écouter. La CEDEAO fait 15 pays et sur les 15, les 13 ont signé. Il reste 2 pays qui ne l'ont pas encore fait, pour des raisons internes, le Nigeria et la Gambie. Sur les 15, les 13 ont déjà signé. Et donc, les consultations se poursuivent avec ces 2 pays pour qu'ils puissent signer rapidement et qu'on passe à la phase ratification et mise en œuvre des APE, de l'APE régional. Non, ce que nous souhaitons, c'est que tous les États membres de la CEDEAO signent. Le Nigeria joue un rôle extrêmement important sur le continent. C'est l'un des moteurs, j'allais dire même le moteur de la CEDEAO. Le Nigeria abrite le siège de la CEDEAO, c'est donc un symbole que le Nigeria puisse en tout cas se joindre avec la Gambie aux 13 autres pays qui ont signé et les consultations se poursuivent. Nous espérons que d'ici peu,
ces deux pays vont se joindre au 13 pour qu'on puisse rapidement ratifier et mettre en œuvre l'accord qui a un fort volant économique de développement, parce que nous avons insisté sur les questions de développement. Nous parlons de toute autre chose, du lancement par l'OFNAC d'une étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. Une étude qui devrait se baser sur la vie de 2340 Sénégalais issus de toutes les couches sociales. La cérémonie de lancement s'est déroulée cet après-midi. Compte rendu, il est signé Dissa Prera et Modou Diop. Grande ou petite, active ou passive, la corruption reste un phénomène assez flou aux yeux de beaucoup de personnes. Cette étude lancée par l'OFNAC veut savoir quelle perception les Sénégalais ont de la corruption, mais aussi quels sont les secteurs les plus affectés par ce fléau. La lutte contre la corruption exige une bonne compréhension du phénomène qui, malgré sa prégnance dans la vie des sociétés, est souvent mal connue. En effet, la formulation d'un savoir sur la corruption est complexe, compte tenu du caractère imprévisible de l'homme qui se trouve au centre de la recherche. Mieux cerner le phénomène, ses causes, ses manifestations et ses effets pour une lutte plus efficace. Une étude opportune, importante, avec beaucoup d'enjeux selon Mohamed Boun Abdallah Dionne. L'étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal vient assurément à son heure en raison de l'importance de ces enjeux dans la problématique de la lutte contre la corruption. C'est pourquoi elle mérite d'être bien comprise dans tous ses aspects pour pouvoir être combattue avec la plus grande efficacité. Cette étude offre donc à notre pays une belle opportunité de mieux cerner le phénomène dans toutes ses dimensions en vue de mettre en place des stratégies efficaces de prévention, mais également de lutte. Ainsi, 2340 Sénégalais seront interrogés sur ce qu'ils pensent de la corruption, sur le visage que leur présente ce fléau, doter les services publics de stratégies globales pour combattre la corruption. Aïda Mbodj destituée de son poste de présidente du conseil départemental de Bambey. L'affaire semble loin de connaître son épilogue. Alors que ce jeudi, les avocats de la députée libérale ont déposé un recours devant la Cour suprême, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr assure qu'il n'a fait que respecter le code des collectivités locales. Il soutient également que des dirigeants du camp présidentiel ont reçu la même mise en demeure. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. La destitution d'Aïda Mbodj à la tête du conseil départemental de Bambey n'a aucun soubassement politique. Le ministre de la gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, dit s'être basé sur le code des collectivités locales pour enclencher la procédure. La loi 96-11 du 22 mars 1996 dit ceci. Dans son article 1er, refuse les cumuls. On ne peut pas avoir plus de 2 mandats. Et dans son article 3 dit que si c'est le cas, dans les 30 jours, si l'intéressé ne fait pas un choix, son dernier mandat électif acquis tombe de plein droit. La mesure ne s'arrête pas seulement à l'ancienne mairesse de Bambey. D'autres dirigeants vont tomber. Ils sont au nombre de 6. La loi, par définition, ne regarde pas les couleurs de parti. Et nous avons vendu aux Sénégalais la patrie avant le parti. Et de ce point de vue-là, nous avons effectivement hier pris des décisions qui concernent le président du conseil départemental de Ranérou, le président du conseil départemental de Salémata, le conseiller départemental Daouda Dia-Kester. Des mesures qui auront un suivi, rassure le ministre de la gouvernance locale, pour un respect strict de la loi. Ces mesures-là sont des mesures que nous allons poursuivre pour faire respecter le droit. Dans ce cas de figure de l'article 3 de la loi 96-11 du 22 mars 1996, ce n'est pas au ministre des collectivités locales de faire, c'est la loi qui fait. Et c'est la loi qui l'a fait. Depuis quelques jours, le cumul des fonctions dans certaines institutions fait couler beaucoup d'encre dans notre pays. La gestion du président Macky Sall, le plan Sénégal émergent, le Haut Conseil des collectivités locales, autant de sujets décriés par Moussa Touré. Le président du Parti citoyen pour l'éthique et la transparence était à Saint-Louis. Moussa Touré que je vous propose d'écouter. N'attendez-vous jamais à ce que je me range derrière le président de la République. Parce que les choix qu'il fait, la manière dont il dirige le pays, les ruptures qu'on attendait de lui, la politique républicaine attendue de lui, il fait tout le contraire. Comme il faut être bref,
Voilà ce que je vais dire là-dessus. Le PSE, non. Le PSE peut réussir. Mais le PSE qui réussit, ça ne règle pas les problèmes du Sénégal. Après la présidentielle, il y a eu ce que l'autre qui maintenant le pratique, le patio. Bon, pourtant, c'est lui qui défendait Pencho, de patio. Il y a eu le patio. Ni liste député, ni liste Sénat. Je peux vous citer nommément tout ce qui était prévu pour aller au Sénat. Ils ont été déçus dans le patio là. Ils se retrouvent où? Au Conseil économique, social et environnemental. Et le président a dû renoncer parce qu'il y a eu une levée de bouclier. N'est-ce pas? Mais dans son tiroir, il a gardé les noms et les gens, plus d'autres même, à inventer, plus d'autres nouveaux transhumants, plus d'autres nouveaux transfuges, plus d'autres qui ont été libérés, plus récemment des prisons, etc., etc. Alors, on va les recycler à ce conseil. On quitte la politique pour parler de la prise en charge des personnes souffrant de déficience mentale. Récemment, dans la région de Louga, une personne a causé la mort de 2 membres de sa famille. Pour prendre en charge ces malades, oui, mais il faut davantage de centres psychiatriques. C'est ce que nous expliquent Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian dans leur reportage. Une place publique, que des malades mentaux tout autour. Nous sommes à Yoff. Cet espace, cette couche vulnérable a fini d'en faire son refuge, ce qui pose le problème de leur prise en charge. Quand on a un parent malade, il est difficile de le prendre en charge. Et vraiment, je pense que c'est le rôle de l'État d'essayer de prendre ces malades mentaux-là qui sont dans la rue et qui causent pas mal de dégâts aux gens. Dans les rues de Dakar, les lieux déserts, ils sont partout, laissés à eux-mêmes. À qui la faute? Le gouvernement doit prendre en charge les malades mentaux qui sont en train de traîner sur la route, sur les rues, encore une fois, de les prendre en charge. Très souvent, il y a des malades mentaux qui viennent prendre ma marchandise et après ils s'enfuient avec. Toujours, c'est le même refrain avec eux. Madame, j'ai faim et face à cette situation, je ne peux rien faire sinon leur pardonner. Et ces derniers temps, il y a une dame qui porte son enfant au dos et qui se promène. C'est très grave, elle mérite assistance. Des maisons d'asile, un début de solution. De les mettre dans les centres ou bien de les prendre et les soigner pour qu'ils puissent retourner dans la société. Peut-être les parents de ces malades mentaux n'ont pas les moyens suffisants pour les prendre en charge. Donc c'est l'État qui doit intervenir. En attendant des lendemains meilleurs, les malades mentaux se débrouillent dans la capitale pour survivre, tantôt violents, tantôt victimes d'agressions. Au Sénégal, donc, de nombreuses personnes atteintes de déficience mentale sont sans domicile fixe, une situation qui préoccupe les populations et sur laquelle s'est prononcé le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Awa Marie Coll Seck se dit consciente du manque de structures psychiatriques et indique que des dispositions sont prises pour y remédier. Écoutons le ministre de la Santé, ses propos sont recueillis par Aminata Mbaresso. Je peux vous dire aussi que la prise en charge des malades mentaux, ce n'est pas une prise en charge seulement médicale. C'est tout un système de prise en charge qui fait intervenir différents ministères. Mais justement, dans ce cadre-là, nous avons, avec notamment le ministère de l'Intérieur, les collectivités locales, pris une initiative avec l'hôpital de Thiaroye, puisque beaucoup de malades qui étaient errants ont été pris en charge au niveau de cet hôpital. Mais cet hôpital a aussi des limites et ne peut pas prendre tout le monde. Il y a aussi une initiative aussi au niveau de Tambacounda. Donc, Kaolack, nous sommes en train de voir comment améliorer ce qui se passe. Ce serait pour des malades à réinsérer. C'est ça qui nous... Donc, il y a des initiatives, mais si c'était que nous, on aurait fait encore plus. Santé, toujours cette fois avec la revue annuelle conjointe du Plan national de développement sanitaire et social 2015. D'après le ministre de la Santé et de l'Action sociale, la moitié des programmes est exécutée ou est en cours d'exécution. Une rencontre lors de laquelle des sujets comme la formation des médecins spécialisés et la mise en œuvre de la carte Sésame ont été abordés. Le compte-rendu est signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. C'est une rencontre annuelle entre le ministre de la Santé et les différents agents de son ministère
Au centre des débats, le point sur l'exécution des programmes sanitaires de l'année 2015. Au cours de ces réunions, nous pouvons partager les résultats obtenus. On peut revoir les problèmes que nous avons eus, voir quels sont les défis que nous voulons relever, mais également avoir des perspectives d'avenir. Différents projets en cours d'exécution et des initiatives à venir sont évoqués. Il y a une pénurie quand même d'agents, beaucoup qui vont aller à la retraite, surtout dans certains services comme les services d'hygiène où il y a un vieillissement de la population. Mais il faut savoir que ça aussi, ça prendra quelques mois encore. Pour le secrétaire général du SAS, la question relative à la formation des médecins spécialisés prime surtout. J'ai mis en exergue la spécialisation. Je dis que le Sénégal tourne autour de 100 cardiologues, 150 gynécologues, 40 urologues, 60 orthopédistes, près de 23 psychiatres. On a 90 pédiatres. Mais aujourd'hui, je me dis que l'État doit prendre en charge la spécialisation, le coût de la spécialisation. Salif Faïda fait catégorique. L'État doit commencer à sévir contre les médecins qui bénéficient de subventions de formation, mais qui, au terme de leur cursus, servent ailleurs que dans le public. Ils bénéficient de la prise en charge, des bourses, et après, ils changent de métier, je peux dire. Ils vont faire une autre formation pour devenir, je ne sais pas moi. C'est-à-dire, on est tellement fatigué sur ce plan qu'on doit dénoncer cela. Cette rencontre de 2 jours permettra de tracer les voies à suivre pour l'exécution des programmes ficelés par le ministère de la Santé grâce à la collaboration de ses partenaires techniques et financiers. Depuis le 26 octobre 2015, le programme de gestion des déchets solides urbains de la région de Dakar a été transféré à l'UCG. 6 mois après, le syndicat national des travailleurs du nettoiement affiche sa déception. Selon eux, il n'y a aucun acquis sur le plan social. Ils exigent plus d'équité et n'excluent pas de déposer un préavis de grève si rien n'est fait. Le CNTN était en conférence de presse cet après-midi. Adi Atala et Mardien étaient également présents. Les travailleurs du nettoiement avaient fondé beaucoup d'espoir sur l'UCG après la dissolution de l'entente Carré-Car. Aujourd'hui, 6 mois après son installation, ils ont vu leur rêve brisé. Selon Madanissi, le secrétaire général du SNTN, il n'y a aucune amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Les travailleurs restent sur leur faim, puisqu'ils demandent plus de considération et de respect. Il va falloir qu'on se fasse violence pour le respect des engagements. En tout cas, par rapport à l'UCG, nous demandons à ce que l'UCG fasse mieux que la CADAC. Puisque par rapport à ça, les travailleurs ont demandé à ce qu'au moins qu'il y ait une justice et une équité dans le travail. Puisque nous avons constaté beaucoup de manquements par rapport à l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. Après une tournée de sensibilisation et la conférence de presse tenue ce jeudi, le SNTN n'exclut pas de déterrer la hache de guerre et déposer un préavis de grève pour exiger la matérialisation du protocole d'accord. Si toutes ces questions ne sont pas réglées, nous sommes un syndicat, nous allons dérouler un plan d'action. Et le plan d'action consiste soit à déposer un préavis pour le respect des engagements vis-à-vis des techniciens de surface. Plus particulièrement, le point focal de nos revendications, c'est le respect de la convention collective. Les travailleurs, ils demandent en tout cas de la plus-value par rapport à ce que nous faisons. C'est bien beau que Dakar change de visage. C'est bien beau qu'on dise qu'il nous faut un Sénégal émergent. Le Sénégal ne pourra jamais émerger dans la salle. Le SNTN a en outre appelé tous les membres de l'organisation à un grand rassemblement le 1er mai et démontré à la face du monde syndical leur capacité de mobilisation. Et nous restons avec le SNTN qui dit non à la politisation du dossier des ex-travailleurs d'Ama Sénégal. Les syndicalistes exigent le paiement des indemnités de ces derniers. Écoutons le secrétaire général du SNTN. Le SNTN s'inscrivant toujours dans une dynamique de défense des revendications des ex-travailleurs d'Ama Sénégal exige le règlement définitif de cette question. D'autant plus que l'État du Sénégal s'était engagé à satisfaire cette forte demande à travers la loi des finances rectificatives. Et puis pour mieux encadrer la gestion des déchets, l'UCG met sur pied un comité technique d'appui aux réformes du secteur de la gestion des déchets solides. Un comité qui doit permettre aux partenaires, surtout privés, de s'impliquer davantage. Pour plus de détails, écoutons le coordonnateur de l'unité de coordination des déchets solides. Il est interrogé par Fatou Bintou Conté. Mais effectivement, les partenaires, il faut intervenir dans un secteur, ont besoin quand même que ce secteur présente
cependant dans un environnement propice. Donc aujourd'hui, c'est ça l'objectif vraiment de ces travaux. Donc c'est l'objectif du comité technique qui est mis en place, un comité technique d'appui aux réformes. Réformes qui vont permettre quand même de bâtir un environnement propice au développement du secteur. Cet environnement va se baser autour d'une loi d'orientation, qui va cadrer les perspectives du secteur, aussi un cadre réglementaire, c'est-à-dire des décrets d'application et des arrêtés qui vont définir les obligations, mais aussi un nouveau mécanisme de financement. Ce nouveau mécanisme va effectivement permettre quand même d'aller vers une pluralité des sources de financement. Dans le département de Vélingara, les femmes disent stop à toutes les formes de maltraitance. Elles ont organisé une caravane de sensibilisation et ont traversé les villages de Bokonto. Tous les détails avec notre correspondant Abdoulaye Diallo. Des femmes de Bokonto, commune située dans le département de Vélingara, disent en avoir marre de vivre avec les violences et les maltraitances. Pour cela, elles ont organisé une caravane de sensibilisation à travers les villages de la commune de Bokonto. Nous avons tout le temps vécu des cas de filles qu'on excisait, des femmes battues ou maltraitées, et on ne savait pas quoi faire face à de pareils phénomènes. Maintenant que nous avons été capacités dans ce sens, nous savons comment dénoncer des cas et comment porter l'information aux autorités administratives, aux maires ou à qui de droit. Ces femmes font partie des comités de plaidoyer mis en place par le réseau africain pour le développement intégré, le RADI en partenariat avec ONU Femmes, AJS et UVES. Vous savez que la Casamance, de manière générale, est une région naturelle extrêmement riche. Malheureusement, les régions administratives qu'elle abrite sont parmi les plus pauvres du Sénégal. Mais il faut que les femmes soient libérées pour participer au développement de cette belle région qu'est la Casamance. Et on ne peut pas les libérer si on ne les affranchit pas des violences qui s'abattent sur elles et qui sont les violences de tout genre et qui sont dues pour l'essentiel au manque de respect pour les femmes. Donc les femmes sont excisées n'importe comment, elles sont violées, elles sont battues dans le ménage, etc. Tout ça, ce sont des situations qui les briment et qui les privent de la participation au développement. Donc libérer la femme, libérer ses énergies pour lui permettre de participer pleinement au développement, de s'autonomiser pour elle-même, pour sa famille et pour sa communauté. Donc il faut absolument qu'on combatte ces violences-là. Et le RADI a vu juste en entrant par cette porte-là, la porte des droits humains. Une autre activité de ce genre a été aussi menée en faveur des femmes du département de Médina Yoro Fula. Des récoltes de maïs en pleine saison sèche à Wendou Bosséabé, c'est dans la région de Matam. Sur place, l'intensification de la production agricole s'impose comme une réalité. Une belle avancée qui serait due à l'implication d'un jeune immigré. Il aurait en effet construit plusieurs forages agricoles. Ali Bandelnian a assisté au lancement de la récolte de maïs. Reportage. Du maïs en pleine saison sèche, cela se passe à Wendou Bosséabé dans le département de Kanel. Après 3 mois d'activités agricoles, les paysans mettent fin à la première campagne. À travers les forages agricoles réalisés depuis 2006 par l'homme d'affaires sénégalais établi au Burkina Faso, l'intensification et la diversification des productions agricoles est bien une réalité. Depuis le début du projet, c'est le promoteur qui va chercher les semences, qui assure les intrants agricoles. En fait, nous ne faisons que labourer nos champs et on attend la fin pour récolter, comme ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Véritablement, tout ce que nous produisons ici est destiné à la consommation. En plus du périmètre risicole, en pleine campagne du contre-saison, la multiplication des productions céréalières et maraîchères assure aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire à Wendou Bosséabé. C'est depuis 10 ans que nous avons démarré ces activités agricoles. Grâce à Dieu et avec l'appui de notre fils, aujourd'hui, comme vous le voyez, nous produisons 2 voire 3 fois par an. Et aujourd'hui, toutes les maisons sont concernées. Ils sont plus de 782 foyers. Chaque foyer possède une parcelle à travers laquelle il peut produire les céréales. Elles sont 6450 femmes qui possèdent chacune une parcelle au niveau du jardin maraîcher. C'est pour vous dire tout simplement que voilà une initiative qui nous a permis aujourd'hui d'assurer l'autosuffisance alimentaire.
Selon les techniciens du développement rural qui assurent l'encadrement, 6 tonnes 500 sont attendues pour chaque hectare. À la fin de la récolte du maïs, les agriculteurs de Bossé-Abbé comptent plonger dans une deuxième campagne pour la production du gombo. Dans la zone du Waalo, la vente de matériaux et de machines agricoles fait vivre de nombreux commerçants. Afin d'augmenter leur production, les acteurs du secteur demandent davantage de formation. Je vous propose de suivre ce reportage de nos envoyés spéciaux à Richard Toll, Ousseynou Thiam et Biradiagne. Richard Toll, qui est une zone d'agriculture par excellence, le business des matériels agricoles reste florissant. Chez les vendeurs, l'activité rapporte beaucoup. Bon, quand même, ici, la région du fleuve, surtout au niveau de Richard Toll, ça va très bien, ça se développe bien. Parce que bon, c'est une zone agricole, bon, alors donc bon, je crois que toute activité agricole, l'agriculture, le commerce agricole, tout va bien quand même. Et nous sommes des mécaniciens, en même temps des vendeurs de pièces. Quand même, il y a le magasin, il y a les motopompes, il y a les matériels agricoles. Et quand même, ça se développe bien. Surtout avec la subvention de l'État envers les matériels agricoles, ça a bien vraiment développé l'agriculture au niveau de la région du fleuve, quoi. Des motopompes aux tracteurs et batteuses, les différents types de machines sont bien prisés dans cette partie du Waalo. Et les GMP, les groupes motopompes, les engins tracteurs aussi qui se développent bien. Et les voilà, surtout, hein, vraiment. Et on remercie aussi bien l'État qui a parvenu à subventionner l'agriculture et les matériels, parce que bon, il y a beaucoup de marques motopompes. Si ce n'était pas l'État, bon, alors on n'aura pas ces marques. Des vendeurs et mécaniciens qui se félicitent de l'appui de l'État, mais qui réclament plus de formation dans le machinisme agricole pour mieux booster leur production. Que l'État est parvenu à subventionner les matériels agricoles, s'il parvenait aussi à nous faciliter des formations techniques au niveau de l'agriculture et au niveau des matériels agricoles aussi, vraiment ça fera bien l'affaire de la région du fleuve, quoi, parce que c'est une zone agricole. Avec l'objectif d'atteindre l'autosuffisance en riz en 2017, ces derniers veulent un accompagnement permanent de l'État. La Grande Nuit Nabir, un événement religieux qui s'est déroulé le 22 avril dernier. Selon l'organisateur de la soirée, c'était l'occasion de mesurer l'attachement des téléspectateurs à son émission Nabir, diffusée sur la télévision Futur Média. Mamadou Mbaye Garmi semble satisfait puisqu'il a annoncé que l'événement se tiendra désormais une fois par an. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Ibou Diouf. Je suis très content. Vraiment, Amadou Mbaye Garmi, depuis 5 ans. Je l'anime, mais tout le temps, les Sénégalais m'accompagnent. Vraiment, cette émission-là, il faut que je le personnalise et le fais annuellement pour que les Sénégalais soient satisfaits sur le prophète Mohamed qui veut vraiment payer sur lui. Les Sénégalais ont contribué. Vraiment, je les remercie beaucoup. Je ne peux pas leur payer. Je compte organiser chaque année vraiment cet événement annuellement. Vraiment, ça a été une grande réussite. Bienvenue à tous dans la page des sports. La Fédération sénégalaise de basketball a publié aujourd'hui, jeudi, la liste des 19 joueuses qui vont prendre part aux Jeux Olympiques de 2016. Selon le sélectionneur des Lions, la liste est élargie puisqu'il y a 4 nouvelles joueuses. Une phase préparatoire est prévue le 12 juin 2016 à Dakar. Reportage de Mamadou Fall et de Youssou Baro. Moustapha Gueye a publié la liste des 19 joueuses présélectionnées pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Une liste élargie qui compte 4 nouvelles joueuses, à savoir Bintou Djemé, Magali Mendy, Lalawan et Marie Sadio Béatrice. C'est normal que les 10 soient là. Après, on a pensé à élargir l'équipe, à la renforcer parce que pour moi, Bintou Djemé, Lala, Magali, c'est de très bonnes joueuses qui peuvent apporter un plus. Marie Roche, qui peuvent apporter leurs compétences, leur expérience, s'adapter à ce que nous faisons. Donc, les places ne sont jamais données en équipe nationale, il faut élargir, donner la chance à tout le monde. Maintenant, au bout du stage, on prendra les meilleurs. Le coach des Lions a également révélé comment l'équipe compte procéder pour la phase de préparation. Préparation, nous avons le 12 juin, dans un hôtel à Dakar, le 2 juillet,
ñu dem Japon am benn tournoi de 5 jours après ñu dem Italie foofu la ñu basé wu en Italie am nañu tournoi bu ñuy espérer avec la France vers la mi-juillet ak un tournoi qui est déjà officiel avec la Serbie avant d'aller au Brésil. Moustapha Gueye montre qu'il a les pieds sur terre. Pour lui, l'objectif est de se rapprocher des meilleures équipes européennes afin de préparer l'Afrobasket 2017. Qu'on soit sérieux, qu'on travaille bien et qu'on aille au JO avec un esprit de performance pour préparer l'Afrobasket. Ça, c'est vraiment l'objectif que je m'ai assigné. Et le directeur technique national a profité de cette rencontre pour annoncer la liste faite par le nouvel entraîneur des Lions, une liste de 23 joueurs énumérés par Maguette Diop que je vous propose d'écouter. C'est hier soir que l'entraîneur principal après avoir discuté avec tout le monde, a fait sa liste. Et au niveau des meneurs, Thierno Ibrahima Niang, Lamine Sam qui joue en France, Ibrahim Mbeng qui joue au Sénégal à l'UGB et Louis Adams qui joue à la douane. Au niveau des postes 2, il y a Serigne Bamba Gueye qui est à l'UGB, Papis Sadiaou Diatta qui joue aux États-Unis, Elhaji Malick Ndiaye qui joue en Tunisie, Moussa Kamara qui joue en France et Ibrahima Niang Djoudjou qui joue en Espagne. Maurice Nour, Antoine qui est à Orléans, Marie Ndoye Paris Levallois, Maurice Nour, Real de Madrid et Badou Diagne. Au niveau des 4, il y a Gorgui Sidien, Ibrahim Falfaye qui est à Chalon, Espoir A en France, Sitafa Savané, Gran Canaria en Espagne et Ibrahim Thomas en Espagne. Au niveau des 5, il y a Ablaye Ndoye qui joue à Salon-sur-Saône, Cheikh Tidiane Mbodj, Amadi Ndiaye, Youssouf Ndoye, Moussa Diagne qui est à Barcelone et Mamadou Ndiaye qui est aux États-Unis. Retour au basket féminin avec la deuxième journée des play-offs. L'AS Ville de Dakar s'impose face à l'UGB de Saint-Louis sur le score de 54-32. Le deuxième succès en autant de sorties pour les protégés de Moustapha Gueye. Retour sur le match avec Cher Sadibou Diarra, Cher Tidiane Dione et Younous Diatta. L'AS Ville de Dakar continue sa domination en play-off après sa victoire de 28 points d'écart sur la Jeanne d'Arc. Lors de la première journée, elle enchaîne par une autre de 22 points d'écart sur l'IGB, score final 54-32. Un succès obtenu dans le sillage de son lieu d'arrière international, Fatou Dieng et Ndeysen. Parce qu'aujourd'hui, les joueuses ont fait un bon match sur le plan discipline de jeu. Elles ont bien joué aujourd'hui, elles ont été plus rigoureuses que les fois passées. Jamais je n'ai parlé de l'arbitrage, jamais. Mais aujourd'hui, je pense que la dame là était venue pour saboter. Délibérément, elle a laissé les agressions, elle a laissé le jeu salir. Pour une arbitre internationale, je pense que ce n'est pas un bon exemple, ce n'est pas une bonne chose. Et Dieu merci, on a gagné. On va jouer chaque match et évaluer après. Le plus important, c'est d'aller au demi-finale et on va se battre pour ça. Du côté de l'IGB, on évoque la fatigue du voyage, sans oublier de fustiger également l'arbitrage. On a voyagé mal parce qu'on avait joué samedi. On n'a pas eu le temps de mieux travailler par rapport à l'adversaire parce qu'on s'est entraîné uniquement le lundi pour venir à Dakar le mardi. Le projet de jeu, sur le jeu offensif, elles ont laissé ça à côté aujourd'hui. Et je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est notre jeu offensif qui n'a pas marché. Mais la deuxième chose, c'est quoi? On a constaté aussi qu'entre le 3e et le 4e quart-temps, qu'il y a des filles qui sont hyper protégées. Parce qu'un arbitre ne peut pas siffler uniquement pour la meneuse de Ville de Dakar, plus de 12 fautes à elle seule. L'AS Ville de Dakar ira défier Saint-Louis Basket Club pour sa 3e sortie, une rencontre prévue au courant de la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous dis à demain 20h pour le journal du soir. Et je vous laisse en compagnie de Bouba qui assure la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa. Comment vas-tu? Ça va, je vais très bien. J'espère que tu seras là tout au long du week-end, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, jusqu'à dimanche. Et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que les téléspectateurs vont te retrouver. Mesdames...